Question géopolitique, effet Wagner en Afrique que redoute le bloc occidental. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. L'arrivée au Mali fin 2021 de la société de sécurité privée russe Wagner a eu pour effet en France et sur une partie du continent africain de mettre en lumière l'activisme français et ses pratiques prédatrices déjà observées partout sur le continent noir et surtout en République centrafricaine et sans oublier le Mali. Un activisme qui date de plusieurs décennies où la France a pillé, volé et violé d'une main de fer les pays africains. Aujourd'hui, cette même France s'étonne de la présence de Wagner et l'amour que lui portent les Africains. Oui, les Africains préfèrent les Russes que les Français. D'ailleurs, qu'est-ce que la France a apporté de bon sur le continent en dehors des guerres, des conflits et des coups d'État? La réponse, tout le monde la connaît. Elle n'a rien apporté. Elle s'est plutôt enrichie sur le dos des pays africains. C'est elle et ses amis de l'Occident qui pleurent aujourd'hui partout et disent que Wagner est une milice. Oui, actuellement, presque tous les pays africains aimeraient avoir Wagner sur son sol. Et apparemment, ça fait peur à l'Occident. Voilà pourquoi nous nous interrogeons géopolitique. Effet Wagner en Afrique, que redoute le bloc occidental? Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Bellec. Il est astrophysicien, il est notre invité. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de Panafricaniste TV, bonjour à l'équipe technique et merci de m'avoir invité une fois de plus. Il y a un effet Wagner, justement, très heureux de vous avoir, professeur Bellec, un effet Wagner sur le continent africain et apparemment l'Occident a peur. Nous nous posons cette question, que redoute finalement le bloc occidental? Oui, en fait, eux, les Occidentaux, ils ont aussi leurs paramilitaires, c'est-à-dire des militaires privés, des armées privées. Voilà, comme Blackwater, ils ont utilisé en Irak, en Afghanistan, même en Syrie, hein. Et pas seulement, d'autres aussi. D'ailleurs, c'est une vieille tradition en Occident. Oui. On peut remonter jusqu'avant la guerre de 100 ans même. Il y avait ce qu'on appelait les grandes compagnies. En fait, c'est souvent des bandits de grands chemins. En temps de paix, ils pillent la population. Donc la meilleure façon pour éviter qu'ils pillent la population, c'est de les emmener en guerre. Il faut les occuper par la guerre. Donc c'était les grandes compagnies. Voilà. Maintenant, on dit plus grandes compagnies. Maintenant, on dit paramilitaires ou armées privées. Voilà. Donc, et puis même au niveau maritime, il y a eu une extension historique toujours en Occident. Il y avait les pirates et les corsaires. Bon, les pirates, eux, c'était des bandits de grand chemin qui volaient n'importe qui, y compris leur pays d'origine. Bref, c'était bandits pur jus. Et puis, il y avait les corsaires, qui, eux, c'est les mêmes bandits, hein, les mêmes pirates, qui le reste du temps font la piraterie, mais qui avaient un accord avec un État précis, qui n'était pas forcément leur État d'origine. Hein. Et ils devaient piller tout, sauf cet État-là. Et cet État leur donnait le droit de piller les autres. C'est-à-dire qu'ils étaient protégés légalement. S'il y avait un problème, ils pouvaient se réfugier dans cet État. Ça, c'est les corsaires. Ils ont des lettres de créance pour faire leur mission. De pirates. Mais comme c'est des pirates honorés par un État, c'est des corsaires. On les appelle les corsaires. Donc grande compagnie, pirates, corsaires, c'est une longue tradition en Occident. Voilà. Et d'ailleurs, ça nous a fait... parce que on peut regarder même plus loin. La Légion étrangère. Une fois, j'ai entendu le président Madakani faire ce lien-là. Mais avant même qu'on parle de Blackwater, la France a déjà sa Légion étrangère, l'Espagne aussi a sa Légion étrangère. Voilà. Là, ils prennent des gens qui ont des problèmes chez eux, qui fuient, ou alors qui ont un mal-être, ils vont se réfugier à la Légion et on leur donne une nouvelle identité. Bon, et ils combattent pour la France dans le cas des légions étrangères françaises, ou pour l'Espagne. Franco a utilisé la Légion étrangère, qui était plein de Marocains d'ailleurs, pour lutter contre les républicains espagnols dans les années 30. Le général Franco, là. Bon. Et donc la Légion étrangère française. Alors, sa création, c'est dans les années fin du 19e siècle. Voilà. Et la première opération de la Légion étrangère, c'était au Mexique. Voilà. Et il y a eu une fameuse bataille là-bas qui a valu cette renommée. Donc ça sert de fer de lance à l'armée française. D'ailleurs, que ce soit au Mali ou même en Centrafrique, hein, souvent les armées qui opèrent, surtout au Mali actuellement là, ce sont les gens de la Légion étrangère, c'est eux qui vont, on retrouve même chez Boko Haram, on retrouve du côté des rebelles centrafricains ou
les forces qui attaquent souvent le Mali, à la frontière de la Mauritanie ou du Niger. Voilà. C'est sur les gens de la Légion étrangère. Maintenant, la dominance de la Légion étrangère française, ce sont des Africains. En fait, pendant longtemps, les Français évitaient d'envoyer les Africains de la Légion combattre en Afrique. Mais ils ont fini par comprendre que c'est plutôt à leur avantage. Et j'ai mis une date là-dessus. Il fallait qu'ils se convainquent d'abord que les légionnaires d'origine africaine ne se tourneraient pas kazakh. C'est-à-dire, seraient toujours fidèles à la France, même quand on les envoie dans leur propre pays d'origine, pour combattre leurs frères. Oui. Voilà. Et j'ai une date. Je pense que c'est l'effet de la Coupe du Monde. Vous voyez, quand on dit l'équipe de France, black, blanc, beurre, d'abord, après black, 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 tout ça là. Mais en fait, les imbéciles, comme les... Enfin bon, je vais pas citer les noms. Enfin, ceux qui se révoltent, vous connaissez, les gens d'extrême droite en particulier, que l'équipe de France est pleine de noirs. C'est parce qu'ils ne sont pas au courant de la finesse politique qui est là. Moi, je crois qu'il y a une finesse politique. D'abord, habituer la population à ce qu'une armée, parce que je passe de l'équipe de football à l'armée, soit composée que de noirs et représente la France. Ensuite, c'est une façon, dans les matchs à répétition, 98, les matchs importants, Coupe d'Europe, tout ça là, ça s'est multiplié, 2006, et ils se battent à fond pour la France, eh ben, on peut en déduire que ça sera la même pour l'armée. Mais si ça ne donne pas pour le football, c'est pas la peine d'essayer pour l'armée. Comme ça a donné pour le football, ça s'est fait quand même, par exemple, de 98 jusqu'en 2022, oui. Ben, c'est une expérience quand même de, au moins combien, 24 ans, Steve. Hein? À peu près. Oui, 24 ans. Voilà. À peu près, j'arrondis. 23 ans, si tu veux. OK. Alors, donc, du coup, ça permet, 24 ans même, c'est 2022. Ça permet donc de faire cette tentative. Maintenant, désormais, on envoie en Afrique des gens qui sont noirs comme toi et moi, Steve, et qui sont de la Légion étrangère, qui vont attaquer le Mali, peut-être même ils ont d'origine malienne. Ils n'ont pas peur, ils savent que, autant ils ont été fidèles pour la Coupe du Monde de football, puisque c'est le drapeau, d'où on impose aux gens de chanter. Mais ils sont français. Oui, on impose aux gens de chanter la Marseillaise. En fait, on teste leur fidélité à la France. Est-ce qu'ils peuvent, ils ont eu la réponse était oui. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que ceux-là peuvent se confondre dans la population. Et puis, s'ils sont pris, la France peut dire que c'est les locaux, c'est juste des rebelles, des révoltés. Tu vois? C'est un grand avantage. Et je pense que les black, là, c'était une expérimentation qui a été testée. OK? Beaucoup de gens n'ont peut-être pas compris ça, mais moi, je pense que pour que, aujourd'hui, alors que pendant longtemps, je sais qu'ils ne faisaient pas ça, ils n'envoyaient pas des gens, des jeunes africains opérer en Afrique. Non. Et ils le font maintenant. Il n'y a que eux, d'ailleurs. Je vois que c'est la même chose pour le football. Donc, elle a servi de test. Voilà. Depuis l'arrivée de Wagner sur le continent africain, on entend tout et n'importe quoi venant de l'Occident. Ils font des exactions, ils volent les Africains, ils pillent de l'or, ils pillent l'argent, etc., etc. Bien sûr. L'Occident faisant exactement ça se dit que les autres font la même chose. Et même quand ils font pas, il faut les salir. Mais les sales, c'est eux. Qui nous a mis en esclavage? C'est Wagner? Non. Qui nous a colonisés? Quand je dis Wagner, on entend aussi la Russie. Russie, oui. La Russie a colonisé un État africain? Non, du tout. Non, moi j'aimerais que sur les 30 millions de kilomètres carrés africains, on me dise que ce périmètre carré, ce mètre carré seulement a été colonisé par la Russie. Ça existe ça? Ça existe. Aujourd'hui, hier, n'importe quand, ça existe. On a un seul cas où la Russie a colonisé un territoire africain. Il n'y en a pas. OK? Voilà. Mais est-ce qu'on a un seul cas où les Russes ont mis des Africains, des Noirs, d'ailleurs les Africains? Parce que je signale que sur la plupart des gens qui ont été mis en esclavage ces derniers siècles étaient des Noirs. Les Maghrébins n'y ont pas échappé non plus, puisqu'ils faisaient l'inverse. Oui. C'est que, en fait, si on veut entrer dans la finesse de l'histoire, regarde, les Maghrébins là, certains d'entre eux en tout cas, surtout qu'ils avaient l'aval des Turcs. C'est la Turquie qui occupait ces pays-là. Ils allaient faire des razzias en Europe, en Italie, Marseille, toutes les côtes sud de l'eau, jusqu'au 19e siècle. D'où l'origine de la colonisation de l'Algérie, d'ailleurs. Ils se gênaient pas, Steve. Ils allaient razzier, ils emmenaient les Blancs là. Tu crois que l'Afrique du Nord s'est blanchie comment? C'était un blanchiment qui est ancien, c'est à différentes époques, et différentes méthodes. Premier blanchiment, c'est, bon, d'abord les envahisseurs, mais ils sont pas nombreux. Là, c'est quelques-uns parmi les Noirs, c'est l'essentiel de l'Afrique, même au Nord, c'est des Noirs, Voilà. Mais après, il y a eu le grand nombre, c'est venu avec la christianisation de l'Europe. Parce qu'en Europe, là,
Ça s'est passé du 9e siècle, donc 800 et des poussières, jusqu'au 13e siècle, 1200 et des poussières. Je prends cet intervalle large, là. Donc ça fait presque 400 ans, quoi. Il y avait christianisation, mais les gens n'étaient pas chrétiens, Steve. Ne les vois pas chrétiens aujourd'hui. La France est une nation chrétienne. Quoi? Au début, ils sont chrétiens. Les Bretons, là, ils sont chrétiens. Les Gaulois, là, ils sont chrétiens. Bon, les Gaulois chrétiens, ils sont chrétiens. Même les Bretons, là, ils sont pas chrétiens. À la base, ils sont pas chrétiens. On les a christianisés de force. Si certains ont été christianisés par leur volonté ou gentiment, mais d'autres, c'était de force. Tu avais le choix. Soit on te tue sur le champ, on te tranche la tête. Soit on t'envoie en esclavage. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Les gens qu'on envoie en esclavage, on les appelle les colibères. Je donne un exemple. Hein. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, peut-être pas sur panafricanisme, je le redis. Tu vois, par exemple, Charlemagne, on l'appelle pas Charlemagne pour rien. Le grand Charles, Carlos Magna, le grand Charles, voilà. Magnus, puisque c'est un nom. Alors, donc, celui-ci, il y a des endroits en France. Il prévient les gens, par exemple, une semaine à l'avance, je vais venir christianiser avec un évêque. Vous avez entendu? Ok, préparez-vous. Il vient, hein. Il attend. Quels sont ceux qui veulent devenir chrétiens? Il attend. Il attend d'abord que les gens viennent. Bon, une fois que les gens sont là et que plus personne ne vient parce qu'ils ne veulent pas venir, hey, on commence à couper les têtes. Il peut faire ça, par exemple, de 8h du matin ou même 6h du matin jusqu'à minuit, jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Quand les bourreaux, puisque ça se fait à la main, c'est pas une machine. Quand les bourreaux sont fatigués, tous les autres là, esclavage. Esclavage. Ou alors tu changes d'avis, tu te convertis. Esclavage, c'est les colibères. D'où vient le nom de Colbert? Celui qui finalement va faire voter le code, faire adopter le code noir. Colbert. Lui-même est descendant d'esclaves, puis il s'appelle Colbert. Colbert vient de colibère. Les colibères, c'est les esclaves blancs. Et beaucoup de ces esclaves blancs sont retrouvés en Afrique du Nord, dans les pays chez les Turcs, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les pays arabes, qui ne sont pas arabes tous à l'époque en tout cas, et beaucoup en Afrique du Nord. Beaucoup en Afrique du Nord. Ensuite, il y a eu les invasions barbares. Hein? Les Vikings ne se contentaient pas de raser. À un moment donné, ils ont eu accès à la Méditerranée. Quand ils étaient de plus en plus hardis sur les mers, et les Vikings. C'est pour ça que tu as des populations en Algérie, chez les Kabyles qui ont les yeux bleus, les cheveux blonds. Les Vikings. Les Vandales même. Les Vandales. Avant les Vikings, il y avait déjà eu les Vandales. Ensuite, il y a la colonisation. Les Espagnols, les Français, les Anglais, tous les colons là. Les Turcs même, eux-mêmes, les colons. Ok? Bon, une minorité arabe. Mais si c'était arabe, au moins l'arabe, il a un petit peu de sang noir. Donc, ce serait pas. Je dis que les gens, tu vois, bien blancs là. Et on a l'exemple du président tunisien. Pas celui-ci, mais celui d'avant. Kaïs Essebsi, qui était descendant d'esclaves de Sardaigne, au début du XXe siècle. Son grand-père a été rasé en Sardaigne au début du XXe siècle. C'est pas si vieux. Ok? Donc, quand on parle d'Afrique du Nord, on dit souvent que les Noirs là-bas sont descendants. C'est faux. Les Noirs, beaucoup sont des autochtones. C'est plutôt les Blancs. Pour l'essentiel, quand ils ne sont pas des colons ou des descendants d'envahisseurs, sont des descendants d'esclaves. Ça, c'est une vérité historique, Prive. C'est facile, tu vas même sur Google, c'est facile à vérifier. On a les moyens modernes d'information. C'est que ce que je dis là, en tout cas moi Jean Proubel, quand je dis, c'est même pas que tu vas chercher longtemps. Hein. Tu as le mot clé, tu as le mot colibère, tu as l'histoire de christianisation, tu mets tout ça là, Charlemagne, tout ça, tu vas trouver. Tout le monde peut trouver ça facilement. Voilà. Donc c'est des faits attestés. On a des peintures. Et puis, une fois que le fait a été fait, mais l'esclavage a continué. C'était plus la christianisation. Là, je t'ai parlé des grands mouvements de masse esclavage des Blancs. Mais pendant qu'on met les Noirs à l'esclavage, mais à Venise, on a des peintures que le monde, on vendait des Blancs à Venise. À Venise, c'est là que vient le mot banquier. Les gens là qui faisaient la vente, ils s'assiedent sur les bancs, ils négociaient sur les bancs. D'où les banquiers, les gens assis sur les bancs. Oui. C'est à Venise. En Italie. C'est un port, Venise. On le sait. Et l'esclavage des Blancs a continué. J'étais déjà né. Toi aussi, tu étais déjà né, Steve, je crois. Parce que dans les années 70, tu étais déjà né. Quelque chose comme ça. Quelque chose près. Pas tout à fait encore. Peut-être toi, tu étais encore dans le ventre. Pas là pour moi. Hein. Tu étais encore dans le ventre. Non, mais en tout cas, jusque dans les années 70, là, c'était les Blanches. Oui. Les Françaises même étaient enlevées, envoyées en esclavage pour faire de la prostitution jusqu'aux États-Unis. Il y a même un film là-dessus. French Connection. Okay? Et aujourd'hui encore, l'esclavage des Blancs n'est pas terminé. Maintenant, c'est les Ukrainiennes essentiellement, les filles d'Europe de l'Est. C'est le réseau de prostitution. Okay? Donc, ça, c'est pas fini. Donc, maintenant, pour revenir à la question. Donc, c'est pour dire que
Non, relance-moi, s'il te plaît. Justement, je voulais savoir qu'est-ce qui dérange tellement l'Occident de la présence, en tout cas, de Wagner sur le continent africain. Parce que Wagner a accusé... C'est pour cela que je t'ai répondu de long à large en profitant pour faire un peu d'historique, pour dire que les Russes n'ont rien à voir là-bas. Les Russes, c'est plutôt des victimes. C'est-à-dire que un Russe peut tenir devant l'Africain la tête haute. Mais le Français, s'il met la tête haute, c'est parce qu'il est dominateur. C'est un esclavagiste. Les Russes ne sont pas esclavagistes. En fait, c'est pour ça que j'ai parlé de l'histoire de l'esclavage. Les Russes, donc, comme ça, j'évacue la question d'une possibilité pour que les Russes aient une action ni prédatrice, parce qu'ils ont leur richesse aussi. Ils n'ont pas besoin du... C'est les Européens qui sont vides de richesse, en fait. Pourtant, dans les médias mainstream aujourd'hui, les médias occidentaux, on déclare que le groupe Wagner est un groupe vraiment prédateur. Mais c'est du mensonge, je viens de te répondre. J'ai même pris le temps de faire une historique. Les Russes, on les appelle les Slaves. Mais slave vient de esclave. Oui. Puisqu'à l'époque romaine même, les Romains, ils faisaient des guerres là-bas. Et tu crois que les Romains, comment ils sont enrichis? Quand il a fait la guerre, avant Charlemagne, là, quand il a fait la guerre, les prisonniers, ils les vendent en esclavage. Juste César l'a fait plusieurs fois, même en Gaule. Mais leur champ de chasse principal, c'était les pays de l'Est et surtout la Russie. Steve, c'est des gens qui ont subi l'esclavage et pas l'inverse. Les Russes. Donc, je dis, en fait, c'est le voleur qui accuse le volé d'être un voleur. C'est-à-dire que dès qu'on l'attrape, il commence à dire voleur, voleur. Il indique celui qui vient de voler. Hein? Non, les Russes, historiquement, c'est là que l'histoire entre en jeu, la conscience historique. Historiquement, on n'a pas à craindre des Russes. Parce que c'est moi, on a plutôt même le contre-exemple. Je parle de Hannibal, par exemple. Il a été quand même adopté par le tsar de Russie. Et il vient du Cameroun, nord du Cameroun, de la région du Logone. Et Pouchkine, il est l'aïeul de Pouchkine. Ok? Pouchkine, le grand auteur russe, là. Qui d'ailleurs a écrit le livre qui nous dit qui il était. Pouchkine était fier de ses origines. Il dit qui était son grand-père. Le titre, c'est Le nègre d'Alexandre de Pierre le Grand. Le nègre de Pierre le Grand, c'est le titre du livre de Pouchkine, écrit en 1873. Édité en 1873. Édité en 1973. Ouais. Donc c'est clair. Donc nous, on n'a pas à craindre des Russes. Bon, le groupe Wagner, en tout cas jusqu'à présent, a plutôt aidé le Centrafrique. Parce que sans le groupe Wagner, ou Siwa Security, enfin bref, peu importe, on sait de qui on parle, hein, le groupe de Prigogine, Evgeny Prigogine, sans le groupe Wagner, souviens-toi, les rebelles avec les Bozizé. Exact. Est-ce que Touadéra sera encore de ce monde? Est-ce qu'il continue à mener une nation panafricaniste? Non. Est-ce que le Centrafrique, le territoire centrafricain serait libéré? Souviens-toi que l'axe Douala, passant par Gawaboulaye, jusqu'à même Bangui, c'était des actes qui étaient attaqués systématiquement. Dès qu'un convoi passait, on l'attaquait. Aujourd'hui, c'est sécurisé. Hein? Et parmi les gens qui mènent la sécurisation, il y a les gens de Wagner qui sont dans les convois dès que les camions doivent faire la route, encore aujourd'hui. Donc, où est le mal là-dedans? Et ils ont pillé quelle richesse? On a la preuve, on parle souvent avec la bouche, on a la preuve. Ils n'ont pillé aucune richesse. Parce que nous savons aujourd'hui, disons les événements récents là, avec ce groupe Wagner là-bas en Russie, nous montrent qu'ils peuvent rien faire sans l'accord du gouvernement russe. On le voit maintenant. Oui. Et pour que ce soit plus clair, c'est pour ça que le gouvernement russe leur dit, vous signez maintenant un accord direct avec l'armée. C'est-à-dire que, en fait, l'armée privée, là, n'est plus si privée que ça. OK? C'est-à-dire qu'ils restent privés, mais ils vont être gérés, contrôlés par l'État. Par l'État russe. Et je pense que il faut officialiser quelque chose qui était déjà de fait. C'est-à-dire que Wagner n'agit pas par lui-même. C'est parce que l'État russe a un contrat avec un tel État africain que l'État africain estime qu'on leur envoie des instructeurs. Et pour des raisons de politique, juste en fait, c'est des ballons d'essai, ok, en Afrique, ben, on commence par Wagner. Ok? Et puis, les gens de Wagner étant très combatifs et vu leurs origines, ils vont pas fuir le danger. Mais c'est peut-être pas le cas si on envoie un militaire russe dans un pays qu'il ne connaît pas. Si ça devient chaud, donc pour éviter les échecs, on envoie Wagner, on sait qu'ils vont être efficaces. Okay? Donc Wagner n'a rien fait de négatif jusqu'à présent en Afrique, si on regarde l'intérêt des Africains. Bon, si on regarde l'intérêt des Occidentaux, ils ont fait beaucoup de dégâts puisqu'ils les ont fait partir. Et dès qu'on dit même Wagner, il fuit. Aujourd'hui, quand même, le bloc occidental. Dès qu'on dit Wagner, il fuit. Hein. Bon, okay. Justement, le bloc occidental aujourd'hui, également, redoute la popularité de la Russie sur le continent africain. Mais c'est mérité, non? Moi, avant même que ces événements commencent, hein, oui. Que ce soit vis-à-vis des États-Unis ou la présence russe en Afrique qui est de plus en plus
clair et net. D'abord, les Russes, ça fait longtemps qu'ils sont en Afrique, mais aujourd'hui, c'est vraiment dans le sens, on met le paquet pour la libération du continent africain. Avant, c'était on aide tel mouvement de libération, voilà. Ou alors, en Angola, on a aidé le corps expéditionnaire cubain à faire le voyage au niveau logistique. Hein. Ça faisait quand même beaucoup d'avions pour le transport des troupes, puisqu'on arrivait jusqu'à un peu plus de 30 000 militaires cubains sur place, hein, pour combattre, combattre même à l'époque l'apartheid, et que les Occidentaux, eux, soutenaient. Voilà. Donc, la Russie est là depuis longtemps. Mais ces derniers temps, c'est plus actif. Pourquoi? Parce qu'il y a une accélération dans l'histoire du monde. On veut barrer cette dominante du monde unipolaire, gérée en tête par les États-Unis et les 13 familles, pour mettre en place un monde multipolaire dans lequel chaque voix pour chaque État compte. OK? Alors, il n'y a pas de petit État, pas de grand État. Voilà. Ensuite, on veut éliminer la domination du dollar. Donc, pratiquer la dédollarisation pour que toutes les devises mondiales puissent, avoir cours à égalité. On peut commencer en yuan, on peut commencer en monnaie russe, hein, le rouble, ou en cedi, pour la monnaie ghanéenne, ou guinéenne plutôt. Bon, bref, en monnaie de n'importe quel pays, quoi. On peut commercer. Voilà. Et évidemment, cette orientation-là suppose beaucoup de force. Parce que c'est une dépossession de quelque chose qui était profitable à l'Occident. Est-ce que, avec la présence justement du groupe Wagner et surtout de la Russie sur le continent africain, est-ce que l'Occident ne redoute pas finalement la mise en lumière de son activisme sur le continent africain? Mais si, ça va se faire. Parce que tout ça, c'est un problème de rapport de force. Oui. Le rapport de force étant de plus en plus défavorable à l'Occident, in fine, les gens pourront déposer des plaintes qui vont aboutir. Et le résultat, on le connaît. Hein, tous les massacres, les pillages. Attends, et les pillages, on peut quand même. Et les Français, franchement, ouais, ils n'ont même pas honte de ce genre-là. On n'a même pas besoin de faire de grandes enquêtes pour les pillages. Moi, je pose une question. On sait qu'au Gabon, il y a 1,8 milliard d'années, un phénomène physique bien étudié, qu'on appelle le phénomène de Oklo, a eu cours. C'est-à-dire qu'il y a eu une réaction, il y a eu une centrale nucléaire naturelle qui a fonctionné, pas pendant 2 ans ou 10 ans et on refait la centrale, ou 30 ans on refait la centrale, non. On estime à 200 000 ans qu'elle a fonctionné au jour, tous les jours. L'uranium est fissionné, ok? C'est une centrale nucléaire, elle produit de l'énergie. Naturellement! C'est-à-dire qu'avant que l'homme pense à faire une centrale nucléaire, la nature l'avait déjà fabriquée au Gabon. La rivière Oklo, c'est le nom d'une rivière, servait de modérateur. C'est-à-dire qu'il faut ralentir les neutrons. Pour que quand les neutrons entrent dans l'uranium, le 235, pas le 238, parce que dans le 238, ça va donner du plutonium. C'est autre chose. Et même d'autres produits. Mais dans le 235, il fissionne. C'est-à-dire que le noyau, là, éclate en deux. Et il libère d'autres neutrons qui font la même chose. La réaction est donc divergente, puisque c'est multiplicatif. Un neutron a fait éclater en deux, ça a libéré de l'énergie, et 3 à 4 neutrons qui vont faire la même chose. Tu vois, ça s'emballe comme ça, là. Ça s'appelle une réaction en chaîne. Pour que ça se fasse, il faut que le neutron soit ralenti. La nature a mis la rivière au clos. Le neutron, quand il traverse la rivière, il est ralenti. Parce que si, regarde, Steve, un peu de physique. Tu vois, mettons un noyau. Voilà, les deux bouts vont partir. Pour l'instant, ils sont collés. Comme ça, là. Quand le neutron va entrer, s'il est rapide, il passe. Les deux, là, n'ont pas le temps de le sentir. Parce que, tu vois, le volume, là, le temps de transition là-dedans, c'est le diamètre du noyau divisé par la vitesse du neutron. Tu vois bien que si la vitesse est très grande, le temps de transition est très court. Donc, ils n'ont pas le temps de réaction, là, est plus grand que le temps de durée de transition du neutron dans le noyau. Donc, ils n'ont pas le temps de sentir que le neutron est entré. Par contre, si le neutron est ralenti, ce temps-là devient plus long, le neutron reste plus longtemps dans le noyau. Donc, ceux-ci se sentent plus lourds. C'est parce qu'ils sont lourds, comme un objet lourd peut éclater en deux parce que c'est trop lourd. Ils se fusionnent. OK? Donc, pour fusionner l'uranium 235, il faut ralentir les neutrons. OK? Donc, ça s'est fait. La rivière Oklo a fait le travail. Et on peut donc dire que si ça s'est fait, ça dit que c'était une centrale nucléaire naturelle. Alors, une centrale nucléaire, ça fonctionne comment? Il faut une concentration minimale de 3% d'uranium 235 sur la totalité. L'uranium, c'est essentiellement 235 et beaucoup de 238. Bon, voilà. Mais, sauf que l'uranium 235 est radioactif. Sa période radioactive, c'est 700 millions d'années environ. Ça veut dire que toutes ces 700 millions d'années, tout l'uranium de centrale nucléaire a disparu, la moitié a disparu. C'est autour de 700 millions d'années. Donc, ça veut dire quoi? Que si je remonte, il y a 1,8 milliard
800 millions d'années en arrière. Le taux de 235, qui s'est désentraqué depuis, était plus important. Donc on dépassait même les 3%. C'était entre 3 et 4%. Ça dépassait les 3%. Donc, le taux des centrales nucléaires. Tu comprends? Voilà comment. Donc maintenant, je pose une question. La région la plus riche d'uranium au Gabon, c'est la région qu'ils appellent Franceville, ou Mounana. Les deux villes, il y a Franceville et Mounana. Voilà. S'il y a eu ce phénomène de haut clos, ça veut dire que le Gabon, c'est vrai qu'on recule dans le temps, mais il y avait beaucoup d'uranium au Gabon. Et l'uranium du Gabon est parti où? Les Français ont épuisé l'uranium du Gabon. Dès qu'on atteint les années 2000, avant même, l'uranium n'était plus exploitable. Tout était épuisé. Par contre, ils ont laissé la radioactivité sur place. Ce que la nature, elle n'a pas fait. Parce que sur les 100 000 à 200 000 ans, là, la nature n'a pas laissé de radioactivité plus forte qu'ailleurs dans le monde. Parce que ce n'est pas par la radioactivité qu'on a découvert qu'il y a eu fission. C'est par les isotopes qui ne peuvent exister que quand il y a fission. Qu'on a su qu'il y a eu la réaction de fission. OK? Certains isotopes de samarium, par exemple. Donc, où est parti l'uranium de Gabon? Rien que cette preuve-là, elle est incontestable. C'est la France qui a pillé. À l'époque, on disait c'était Areva, n'est-ce pas? Oui. C'est la France qui a pillé. C'est tout. Donc, c'est ça qui fait peur. Que les autres. Non, donc même sans faire de procès, voilà, ça c'est la nature instruit déjà. C'est clair qu'ils ont pillé. Ils ont pillé le Gabon, au point que tu vas au Gabon, ils n'ont même pas d'excité, alors que la France est claire avec les centrales nucléaires. Eux, ils n'ont pas d'excité. Le Niger, aujourd'hui, c'est la même chose. Le Niger, la France est tellement pillée qu'elle est même méchante. Elle ne pense même pas à construire une centrale nucléaire. Les Russes parlent déjà de construire des centrales nucléaires en Afrique pour les pays qui le veulent. Les gens, ils ont du uranium. Première idée, quand tu es même en relation humaine avec quelqu'un, on ne dit même pas que tu l'aimes, quoi. Mais tu dis, bon, ok, je te prends ton uranium, je vais te laisser une centrale nucléaire. Mais il n'y a pas de centrale nucléaire au Niger. Ni au Gabon. Ni au Gabon. Mais donc, ce sont des pays prédateurs. Et à outrance, c'est-à-dire qu'ils te prennent tout, ils ne te laissent rien. Mais même toi, ils te prennent, puisqu'ils nous ont même mis en esclavage. Merci à vous, Dr Jean. J'aimerais dire un mot, justement. Un mot. Mes condoléances à la famille du jeune Naël, assassiné lâchement par un policier jaloux. Je dis jaloux parce que j'ai écouté certains discours, dont celui de Jordan Bardella, qui est maintenant un jeune, un peu plus vieux que Naël, mais de moins de 10 ans en tout cas, que le feu Naël, voilà, qui se pose la question, comment un jeune de 17 ans peut avoir une telle voiture? Ça s'appelle la jalousie. Donc, quand tu es un jeune d'origine immigrée africaine, parce qu'en réalité, tu as vu tout l'accent que j'ai mis sur l'Afrique noire, parce qu'en réalité, les Maghrébins, là, même si, s'ils appellent les subsahariens, ils arrivent là-bas, là, en Afrique du Nord, ils sont maltraités. Parce que ça veut dire que les Maghrébins, là, ils sont bêtes, hein, ils n'ont pas encore bien l'histoire. Ceux qui font ça, je vais dire, hein, je ne parle pas pour tous les Maghrébins. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, ils sont sérieux. Mais ceux qui font ça, ils sont bêtes quelque part. En tout cas, c'est des traîtres, des complices. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu vois, l'extrême droite, les Zemmour a levé une cagnotte en faveur du policier tueur. La cagnotte est plus élevée que la cagnotte des parents de Naël. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, ces gens-là, ils oublient que la France le prouve, et pas seulement la France. Lorsqu'on tue un Maghrébin, c'est pas... Même celui qui est... Parce qu'il y en a qui ont très basané, c'est vrai. Ceux-là, bon, on peut confondre. Même ceux qui sont clairs de peau, quand même, assez clairs. Quand on les tue, Steve, c'est pas leur côté clair qu'on voit. C'est que même ceux qui sont blancs, si on le tue, bon, en fait, ils tuent rarement les blancs, ils sont sérieux. Mais je dis, même ceux qui sont très clairs, là, c'est que plus clairs que toi et moi, là. Oui. Parce que nous, on est déjà clairs ici, au Cameroun, mais encore plus clairs comme eux, quoi. Même ceux-là, qui s'approcheraient du blanc, si tu veux. Quand on les tue, leur couleur blanche, on ne la voit pas. On voit la couleur noire. T'as compris? C'est le noir, parce qu'il est d'origine africaine, c'est le noir qu'on voit à travers eux. Le petit noir qu'ils ont, même la petite dose, ils ont au moins 12% de sang noir, là, plus tous. Hein. Le petit noir qu'ils ont là, c'est ça qui fait qu'on les tue. S'ils se renient, bon, je ne vais pas citer le nom auquel je pense laquelle d'origine égyptienne, mais je vais faire la publicité inutile. S'ils se renient, peut-être on l'épargne. Mais sur ce sujet-là, même Rachida Dati a eu son mot à dire. Pourtant, elle a été ministre de Sarkozy. Même elle a eu son mot à dire, tellement c'est fort. Le jeune là a été froidement assassiné. Et c'était pas tout ce qu'on raconte. OK? Donc, il est temps que... Et puis, il n'y a pas que les Africains. Souviens-toi que pendant les Gilets jaunes, même les Français de souche ont été assassinés. Donc, même les Français de souche, ils devraient réfléchir à 10 fois et voir que certains d'ordre politiques, surtout d'extrême droite, les trahissent, en réalité. Ils sont vendus aux 13 familles. Parce que Macron a fait tuer des Français de souche. Moi, j'ai vécu en France, j'ai jamais vu ça. Autre chose pour montrer la dérive du gouvernement Macron et la dictature qui s'installe en France. La dérive policière, qui reproche aux Africains. Mais tu vois que en tout cas ici au Cameroun, c'est pas le cas par rapport à la France. C'est plus dangereux là-bas qu'ici, finalement. Alors, c'est mieux comme ça. Chez moi, là où j'habite,
C'est calme comme pas possible, Steve. Mais le commissariat a été attaqué, on a brisé les fenêtres et on a mis le feu. Ça veut dire que la situation est chaude. Bon, les jeunes, les villes voisines, qui ont pu le faire. j'ai finalement fini par donner le nom. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez des nôtres, surtout passez une bonne journée.